Bonjour à tous, marhaba bikoum, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Média TV pour 11 Dito et on va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui, on en a 3 d'ailleurs, comme à chaque rendez-vous. Les repas d'affaires, mode d'emploi ou plutôt étiquette et protocole. On vous dit tout dans quelques instants. Ensuite, un autre volet, celui de la famille. Devenir beaux-parents, ça veut dire quoi exactement? Et puis pour finir, cette grande mode des facettes dentaires. Mais justement, est-ce qu'elles vont à tout le monde, les facettes? Eh bien, on posera la question à un spécialiste. Vous êtes sur Média TV, dans 11 Dito, et on démarre tout de suite. Merci infiniment pour votre confiance. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Et je suis très heureuse de retrouver ces personnes qui ont accepté de faire l'émission aujourd'hui avec moi, à commencer par vous, Rita Alami, marhaba. C'est un plaisir de vous avoir. Merci. Vous êtes psychologue clinicienne et avec vous, justement, devenir beaux-parents, ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Eh bien, vous nous direz tout dans quelques instants. Ensuite, celle qui a l'étiquette et le protocole des repas d'affaires, c'est vous, Mariam Filali Mknessi. Merci infiniment d'être là. Vous êtes experte et consultante en étiquette et protocole et avec vous, justement, le mode d'emploi des repas d'affaires pour que ce soit, on va dire, digne des standards internationaux. Ensuite, docteur Hatimi Fawzi, merci infiniment d'être là. Merci à vous. Avec vous, les facettes, est-ce que ça va à tout le monde ou non? Eh bien, vous allez nous répondre. Vous êtes chirurgien dentiste spécialisé en esthétique dentaire. Marhaba, docteur. Merci infiniment. Merci. Alors, on commence par quel sujet? On commence par les repas d'affaires. C'est tout de suite et c'est avec vous, Mariam. Donc on y va pour ce sujet, Mariam Filali Mknessi, mais d'abord je pose la question autour de la table. Est-ce que vous avez l'habitude, on va dire, de travailler autour des repas d'affaires, ce qu'on appelle les repas d'affaires Rita Alami, conclure des contrats ou voilà, même quand on est psy, je pense qu'on... je dirais oui quand je reçois à la maison les amis de mon mari sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, ce qui arrive assez souvent, oui. Donc c'est des repas d'affaires à domicile. Exact. Il faudrait qu'on aborde ce point aussi qui est très important, madame. Et vous, docteur Hatimi, des repas d'affaires? Absolument, absolument pas. Non. Dans notre domaine, on reçoit tout le monde chez nous au cabinet. C'est plutôt professionnel dans le sens où on commence nos traitements. C'est ça. C'est rare, franchement c'est rare. Alors, Mariam Filali, justement, docteur Hatimi, non. Rita Alami dit oui, mais à la maison. Mais un repas d'affaires en général, c'est à la maison ou c'est à l'extérieur? Normalement, c'est à l'extérieur. Donc, c'est pour une négociation ou d'abord pour connaître le client ou des fois... Vous faites avoir, Rita. Non, ce sont des étrangers, en fait. Je rigole. Ça. Je vous taquine. Non, mais c'est possible d'organiser. Aujourd'hui, il faut être juste créatif. Pour moi, c'est juste connaître les règles de l'étiquette des repas d'affaires. C'est ça. Il y a une règle, il y a il y a une étiquette, il y a un protocole, il y a des règles à suivre. En fait, les repas d'affaires ne s'improvisent pas parce que c'est des moments délicats. Des fois, c'est des très grosses négociations qui se tournent autour de la table et donc il y a des choses à savoir et ceux qui ne savent pas font n'importe quoi. Alors quand vous dites ça ne s'improvise pas, c'est-à-dire on s'appelle pas du jour au lendemain, on se dit bon demain on mange ensemble, demain on dîne, on n'a pas le temps de se retrouver au bureau, on organise une réunion autour d'un déjeuner ou d'un dîner. Non, donc il y a les invitations, il y a un temps. Il y a un temps parce qu'il faut savoir que les hommes d'affaires et les femmes d'affaires ont un agenda qui est quand même rempli, donc il faut le prévenir au moins 2 semaines à l'avance, ce qui permettra au monsieur ou à la dame donc, de répondre à la semaine d'après. Donc on le fait soit par mail, première fois, donc ça permettra à la personne de répondre. Si ce n'est pas la personne elle-même, ça sera la secrétaire, etc. Et l'étiquette dit que 48 heures avant, il faut appeler et non pas envoyer un SMS et un WhatsApp. J'y tiens sur ça pour prendre en considération l'invité et lui dire que voilà, nous nous rencontrerons demain, par exemple, au restaurant, etc. Donc en fait, 2 semaines avant, c'est le minimum. C'est le mail. Oui. C'est une invitation par mail. Exact. Et ensuite, 48 heures avant, c'est la confirmation par téléphone. Mais c'est les secrétaires qui s'appellent ou les
Alors, ou les patronnes qui s'appellent. Voilà, si c'est Pour par ne pas exemple, dire les patrons, parce qu'on dit toujours les patrons. Oui, c'est on appelle ça les femmes d'affaires ou les hommes d'affaires. Voilà. S'appellent entre eux. Si il y a un contact direct, c'est mieux et c'est ça qui est privilégié. Maintenant, si on n'arrive pas à joindre la personne, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce mail? Ça va être donc le rendez-vous. Est-ce qu'il y a par exemple une allergie ou si vous préférez ce plat ou pas? Peut-être que des fois il y a 2 menus. C'est pour vraiment dire qu'il y a une préparation et qu'on ne va pas se rencontrer juste pour nous voir. Mais quel est l'intérêt justement de, on va dire, conclure un contrat important autour d'un repas plutôt que dans une salle de réunion? Alors, c'est vraiment, aujourd'hui, de plus en plus, ça se fait. Moi, je travaille sur le terrain et je vois de plus en plus d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui viennent pour conclure des négociations. C'est en fait mettre à l'aise le client ou la cliente. Donc, vous remarquez que je commence toujours par l'homme et la femme parce que dans le monde d'affaires, il n'y a pas de genre. L'homme égale la femme. Donc, il n'y a pas de courtoisie, ni de diplomatie, mais c'est surtout, on met sur le même stade. Donc, la femme peut inviter comme l'homme. Ça, j'aime bien le dire. C'est mettre à l'aise l'autre personne, c'est un premier contact, c'est des fois voir qu'on sait se comporter à table, c'est important, même si c'est pour certains c'est un petit détail, mais c'est un très grand c'est un très privilège, grand détail, c'est des connaissances. Savoir se comporter avec des étrangers aussi, parce que, comme je vais expliquer, la méthode universelle, donc celui qui ne sait pas utiliser la fourchette, le couteau, la cuillère, commencer par le verre d'eau, par le verre de jus, comment connaître un peu. Donc tout ça, ça regroupe, c'est une image qu'on donne positive. Et pour moi, aujourd'hui, même les recrutements, je vois vraiment, même les recrutements peuvent se faire autour d'un repas d'affaires. Oui. Carrément, ce qu'on appelle un repas d'affaires. Oui, donc ça on a l'invitation, mais on a aussi le choix du restaurant. Donc madame a dit que c'était chez elle, c'est formidable puisqu'on maîtrise tout, mais le choix du restaurant reste quelque chose de très important parce que l'homme d'affaires ou la femme d'affaires doit sortir, connaître les maîtres d'hôtel, et il n'y a rien de mieux quand on rentre, déjà savoir où est-ce qu'on va placer, déjà connaître les menus, qu'est-ce qu'on va manger. Alors l'étiquette dit, c'est soit international, soit marocain. D'accord. Donc on ne va pas aller lui faire découvrir des mets exotiques ou quelque chose. On ne peut pas être découvert pour un repas d'affaires. Du tout. Non. Du tout. Donc ça va être international ou marocain, donc ça d'une part. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les recommandations et le personnel du restaurant. C'est très important, c'est-à-dire que quand d'abord on rentre avant, on reçoit, on ne rentre pas en même temps avec les On va parler de deux présidents, deux grosses têtes. Oui. Est-ce que ce protocole s'applique aussi, quelle que soit, on va dire, la hiérarchie, le niveau de hiérarchie? Bien entendu. Alors, ce n'est pas lui qui va organiser de cela, mais il a la secrétaire ou l'équipe qui organise. Exactement. Mais une fois sur place, qui reçoit? C'est lui Okay. qui va recevoir. Donc, il viendra avant, et c'est ce qui se passe, il viendra avant pour accueillir l'invité, il se lèvera pour l'accueillir, il saura d'avance quel est le menu qu'il va lui proposer, et il n'y a rien de mieux que dès qu'il arrive, il dira, voilà, nous allons manger, ou nous allons avoir un petit apéritif, ou après un repas, et après un dessert. Ça veut dire que il s'y connaît. Connaître aussi donc, tout ce qui se suit, c'est-à-dire il peut très bien communiquer avoir une relation avec le responsable de salle pour être en complicité. Alors, on parle affaires à quel moment? On a organisé tout ça. Ça, c'est très important parce que normalement, on ne parle pas affaires. Ça s'appelle repas d'affaires, mais logiquement, on ne parle pas affaires. Okay. Oui, c'est du ça. tout. Normalement, non. L'étiquette dit on ne parle pas, sauf que, évidemment, les gens d'affaires, dès qu'ils se rencontrent, c'est la première des choses. Alors, même, pardon, madame, quand vous dites on ne parle pas affaires, pourtant c'est un repas d'affaires, ces gens, leur temps coûte beaucoup d'argent. Oui. Donc, on n'a pas 2 heures à perdre juste alors, pour il faut bien savoir, on ne signe pas de contrat dans un repas d'affaires. Ça, c'est clair. On le signe au bureau. Okay. Mais, sauf qu'il y a ce qu'on appelle le stade de conversation, c'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par parler du lieu, du trajet, du restaurant, de notre culture culinaire, par exemple. Ça va aller petit à petit, donner des opinions, partager un article du matin en économie,
attention, les sujets qui fâchent. Ok. Donc il ne faut surtout pas parler de choses qui vont Des choses déranger. délicates. Et arrive le moment où on va parler affaires. C'est celui où le serveur viendra ramasser le plat principal pour arriver au Donc, dessert. entre, on va dire, l'entrée, le plat, on ne parle pas business. Non, on parle C'est comme de ça que ça se tout. passe, Rita, On parle à la de maison. tout. Souvent, je ne comprends pas ce qu'ils disent parce qu'ils parlent des langues anglais et espagnol, je ne comprends rien. D'accord, donc vous ne savez pas ce qui se passe. Non, non, moi je sais cuisiner, c'est tout. Super. Donc voilà, et c'est à ce moment-là qui c'est le moment important. C'est là où on va dire Le très dessert. bien. Avant. C'est pour ça qu'on tard, normalement, quand on peut recevoir le dessert, il y a un moment qui est plus long entre l'entrée et le plat. En fait, entre le plat et le dessert, vous voulez Le plat dire et le dessert. Mais entre l'entrée et le plat, c'est rapide. C'est rapide, c'est et ça. on repose. D'où Par contre, l'intérêt de l'autre, briefer le maître d'hôtel sur, écoutez, quand vous allez débarrasser, là, c'est un repas d'affaires, Il le faut. laissez-nous le temps de discuter avant de servir le dessert. Oui, et ça c'est très important et les gens ne sont pas conscients. C'est que quand on va dans un restaurant, les serveurs ne sont pas conscients que des fois c'est un repas d'affaires. Pourquoi je dis ça? Il faut faire attention à l'environnement, à la musique. Il faut faire attention à ne pas poser deux entreprises côte à côte. Ah. Ce sont des petits détails qui pour certains c'est une logique, que pour d'autres non. Donc il faut dire c'est un repas d'affaires, c'est un repas important. C'est pour moi ça c'est vraiment donc il faut que je négocie cela, il faut que je réussisse. Et la réussite se pose par l'intelligence et par la connaissance de l'étiquette. Et par la préparation. Et par la préparation. C'est Donc, très revenons important. au dessert. Le entre-plat principal et dessert. Alors, ce sont donc des sujets importants à ce moment-là, et c'est là où on va commencer à poser des questions. Donc, l'art de poser des questions, c'est important parce que la conversation, comme je l'ai toujours dit, c'est un match de tennis. Donc, il faut poser des questions, et l'autre ouverte, évidemment, et que l'autre puisse répondre jusqu'à décider. Et en général, quand ça se passe très, très bien, je peux vous assurer que le contrat est déjà signé. Et vous dites pourtant il ne faut pas le signer. Il est signé moralement. Oui, C'est ça signé y est, moralement. On se retrouve et on signe. Parce Alors, qu'il y a toujours un processus, on a tout mis, on a bien préparé, on a bien parlé, l'environnement. Je parle aussi comment on appelle ça, l'assignation des tables, c'est-à-dire qu'il faut bien placer l'invité. Avec une vue. Avec une vue. C'est pas aussi simple. J'ai eu des cas, des gens, ils viennent, moi je vais m'asseoir là. Non, vous laissez l'invité s'asseoir donc là. vous vous retrouvez, vous, à gérer ce Des genre fois, de... oui. ouais, Donc, à mais c'est orienter. parce que c'est pas... Non, laissez-lui la C'est vue, laissez-lui la banquette, laissez-lui le fauteuil, mettez-le à l'aise. Parce qu'en fait, c'est aussi une histoire d'ego. Hein. C'est deux grands patrons, donc il se dit, mais pourquoi je vais le mettre à l'aise? Moi aussi, Voilà, je suis le chef chez moi. Moi aussi, je suis... mais c'est très important. Voilà. Alors, je vais vous embêter, docteur Hatimi. Vous dites, moi, normalement, tout se passe dans mon cabinet, je ne suis pas dans le business. Mais vous voyez suivre, on va dire, ce protocole si vous deviez avoir un repas d'affaires? Écoutez, le protocole, on peut le suivre dans notre cabinet. Il y a un cheminement de la venue du patient jusqu'à rentrer dans la salle de soins. Il y a un petit protocole. Oui, mais honnêtement, vous êtes le chef, hein, parce que des fois, quand je dis vous, c'est-à-dire le médecin, parce que des fois, quand vous avez des salles d'attente où vous avez des attentes d'1 heure, d'1h30, on va dire qu'il n'y a plus d'étiquette et de protocole dans... Mais il y a quand même accompagner le patient jusqu'à la salle de soins. Ok. Ne pas lui dire la salle de soins là-bas, allez-y. Ça, c'est un moyen de... Mais par exemple, cette histoire de repas... Le recevoir à la porte de la salle de soins, l'accompagner jusqu'au fauteuil. Dans notre cas de dentiste, il y a tout un petit protocole. Si je peux revenir, c'est pas le repas d'affaires s'étend aussi quand il y a entre les associations, entre vos... Voilà, quand vous êtes en groupe de médecins, etc., que vous faites ça à l'extérieur, c'est aussi important de savoir qui va placer qui, parce qu'en général, ils viennent de toutes les villes, etc. Donc, personnellement, pour mettre tout le monde à l'aise, c'est important de tenir compte de cette préparation. Mais repas d'affaires dit business. Donc, quand on est en association, il n'y a pas de business là-dedans. Mais dans notre quotidien, on n'a pas à faire vraiment à des relations comme ça. C'est ça. On ne partage pas des repas avec nos patients. C'est ça. Mais est-ce que vous voyez suivre toutes ces étapes? Est-ce que ça vous conviendrait ou pas, ou c'est trop?
Non, c'est embêtant. Non, moi je trouve que c'est un respect mutuel vis-à-vis de quelqu'un avec qui on peut faire des affaires. Alors, on va sur les questions des téléspectateurs. Nous avons Selwa qui vous dit, Mariam, certaines personnes restent très pudiques sur leur état de santé. Risquent-elles d'être vexées si nous nous renseignons comment le prévoit l'étiquette ? Par rapport aux problèmes de santé, les allergies, etc. que vous avez mentionné. Alors, il faut, normalement, l'hôte, celui qui invite, il doit être très vigilant en voyant les plats des personnes. Si la personne ne mange pas, si la personne réagit mal ou écarte un aliment, il faut qu'elle lui pose la question, est-ce que vous préférez, par exemple, Mais vous avez dit, on peut demander à l'avance, par mail, si la personne a certaines préférences ou certaines maladies, notamment. Mais les gens restent très pudiques, parce que c'est en quelque sorte, quand on parle de son état de santé, dans ces hautes sphères, on se livre. Écoutez, on parle de soi, d'une forme de faiblesse que l'on pourrait avoir. Ça pourrait être considéré comme ça. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de... Quand on pose la question dans un mail, plutôt que direct, donc la personne répond. Et la personne répond sans problème. Donc il faut juste savoir comment le faire et non pas le dire directement, mais par un mail structuré et la personne... C'est ça. On ne dit pas « est-ce que vous êtes malade ?» Voilà, est-ce que vous êtes malade ? Non, est-ce qu'il y a une allergie ? Est-ce que vous êtes végétarien ? Est-ce que vous avez des préférences ou des choses qu'on éviterait ? Ou est-ce que vous ne mangez pas de viande ou plutôt que du poisson ? Et c'est ça le rôle aussi de l'hôte, c'est-à-dire on présente toujours un menu où il y a par exemple du poisson et de la viande, de penser à l'invité et éventuellement aux alternatives, s'il n'aime pas ça. Alors, vous avez une autre question de la part de Mounir qui vous dit « Mes clients choisissent parfois des endroits très bruyants, nous n'arrivons pas à discuter nos projets, comment faire la remarque sans les froisser ?» Alors d'abord, première remarque, ce ne sont pas les clients qui choisissent les endroits, mais c'est l'hôte qui choisit l'endroit. Donc c'est l'hôte qui est le chef d'orchestre, c'est lui qui organise. Ici, il y a une préparation, une organisation. Normalement, le client, il se plie à cela. C'est pour ça que ça doit être parfait, ça doit être selon les règles de l'étiquette. Donc, pour moi, les clients qui choisissent, c'est pas d'abord, déjà, ce n'est pas comme ça. C'est l'inverse. C'est l'hôte qui invite, c'est l'hôte qui choisit le menu, qui choisit l'emplacement, qui choisit l'environnement, qui choisit tout. Jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Mariam. Merci infiniment. On continue l'émission ensemble. On a d'autres sujets. On va parler des facettes dans un petit moment avec vous, docteur Hatimi. Mais pour l'heure, on parle famille. Merci infiniment, Rita Alami, d'être là. Vous êtes psychologue clinicienne. Alors, vous vous retrouvez un petit peu dans l'histoire, dans le discours de Mariam ? Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Oui, à appliquer, justement. Il y a des choses qui me parlent, notamment cette histoire d'allergie, mais aussi... Il y a de plus en plus d'hommes d'affaires et de personnes qui sont végétariens, végétaliens, véganes, etc. Sans gluten. C'est vrai que ça a tilté. Et voilà, j'ai appris des choses que j'appliquerai dorénavant. À mettre en application, absolument. Et c'est prendre en considération l'autre, ça lui fait plaisir. C'est ça. Alors, devenir beau-parent, ça veut dire quoi ? Eh bien, justement, mode d'emploi avec vous. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi où chacun son histoire ? C'est à Alami. Alors, un mode d'emploi... un terme utilisé comme tel, je dirais non, mais il y a des choses à éviter si on veut garder, si vous voulez, une bonne position de beaux-parents. Alors déjà, beaux-parents, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la base, il y a une famille nucléaire qui a été décomposée, et il y a une nouvelle famille qui est en train de se reconstruire. Donc le beau-parent, ou la belle-mère, parce que l'histoire, il faut comprendre que c'est toujours au début, une place qui est très difficile à acquérir. Ce n'est pas... Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un homme et une femme qui ont choisi de se retrouver ensemble. Ce n'est pas le choix des enfants. Exact. Alors, il y a beaucoup d'erreurs que font justement les beaux-parents, on va dire surtout au début. C'est de vouloir absolument imposer ce beau-parent dès le départ, de vouloir imposer que l'enfant aime ce beau-parent, non pas qu'il l'accepte, mais qu'il aime. D'autres parents demandent l'autorisation des enfants. Est-ce que... Voilà, tout ça, c'est des erreurs à ne pas faire. OK. Alors justement, on va y aller étape par étape. On présente quand ce futur ou... Enfin, ce beau-parent, on le présente quand ? Alors, on le présente quand on est sûr que ça va aboutir à un mariage.
Parce que ce n'est pas toujours le cas. C'est ça. Des fois, voilà, on va rencontrer 2, 3, 4, 10, peut-être même 50 hommes ou femmes avant de pouvoir concrétiser quelque chose. Et il ne faut pas déstabiliser l'enfant en lui présentant chaque 2-3 mois une personne différente. À partir du moment où on est sûr que voilà, c'est la bonne personne, là, on va présenter donc, cette personne, mais comme étant mon conjoint. Non pas comme étant, voilà, c'est ton beau-père, c'est celui qui va faire le rôle de papa. Ou inversement. C'est ça. Donc en fait, une fois que c'est pratiquement sûr, et on ne demande pas l'avis de l'enfant, vous avez des parents qui demandent l'avis. L'autorisation, oui, mais aussi l'avis. Tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu penses d'elle? Qu'est-ce que tu penses de lui? Oui. D'abord, je te remercie de cette question parce qu'elle est vraiment importante. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'un enfant accepte très difficilement, et à tout âge, même à l'adolescence, déjà l'éclatement et le fait que les parents se soient séparés. C'est vraiment très, très, très rare qu'on ait un enfant consentant qui va accepter le divorce, même plusieurs années après. Même adulte, d'ailleurs. Même adulte. Voilà, c'est vraiment à tout âge. Adulte, ouais. Alors, l'enfant, ce qui est normal, c'est qu'inconsciemment, il a toujours cette attente que les parents se remettent ensemble. Cette attente, à quel moment elle va s'amenuiser? C'est quand un des deux parents va retrouver un autre conjoint. Okay. Sinon, quand voilà, c'est le premier qui va se remarier, là, l'enfant, il est toujours en attente. Donc, le fait de lui imposer une nouvelle personne qui arrive dans cette famille-là, c'est déjà quelque chose de compliqué. Alors, venir lui poser la question en lui demandant « qu'est-ce que tu en penses ?» ou « je voudrais me marier, qu'est-ce que tu en penses ?» En fait, c'est ne pas lui rendre service. Pourquoi? Parce qu'on le met dans une position extrêmement culpabilisante. C'est-à-dire que... Fais-moi plaisir ou accepte ou... Et c'est plus profond que ça. Pourquoi? Parce qu'une fois le mariage accompli et voilà, la nouvelle famille recomposée, ce qui va se passer, c'est que pendant 1 année à 2 ans, l'enfant ressent énormément de culpabilité, surtout quand il aime bien ce nouveau beau-parent. C'est très difficile parce que pour lui, ça voudrait dire que j'ai trompé mon père, j'ai trompé ma mère et je suis en train d'aimer quelqu'un d'autre. Même quand c'est plusieurs années après la séparation? Même quand c'est plusieurs années. Donc, autant que ce soit un choix du parent et de dire aux parents, voilà, j'ai trouvé la bonne personne, que de dire à l'enfant, qu'est-ce que tu en penses? Et je te présente, et si tu es d'accord, ok, on va se marier. Ça veut dire que là, finalement, déjà, l'enfant, il n'est plus à sa place d'enfant, et on lui donne plus une place de parent, hiérarchiquement parlant, et on le met dans une position très culpabilisante et très angoissante. Et ça, c'est encore plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment déconseillé. Non. Donc, en fait, avant de devenir beau-parent, il y a ce process. Ce qui peut compliquer, pourquoi on parle de tout ça, c'est parce que ça peut compliquer le process de devenir beau-parent quand l'introduction est mal faite. Exact. C'est ça. Exact. Donc la meilleure façon d'introduire le futur conjoint ou la future épouse? Alors, c'est déjà d'en parler au début. Avec ses enfants? En parler avec ses enfants et dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, voilà de qui il s'agit. Il ne faut pas non plus cacher des choses ou enjoliver des choses pour que ça passe. Il faut être réel et raconter les choses telles qu'elles sont. Quel que soit l'âge des enfants? Quel que soit l'âge des enfants, puisque de toutes les manières, ils vont connaître cette personne. C'est ça. Voilà. Et ensuite, donc, attendre que l'enfant ait le temps de digérer l'information et de lui présenter. D'accord. Donc pas dans la foulée. Pas dans la foulée. Et justement, on ne le répétera jamais assez. Plus on a d'attentes vis-à-vis, que ce soit du beau-parent ou de l'enfant, en termes d'affectif et d'amour, plus on a de déception. Quand on va être beau-parent, quand on va avoir un beau-père ou une belle-mère, la première des choses à comprendre, c'est qu'on a besoin de temps. Ça ne se fait pas dans l'empressement. Et à chaque fois qu'on essaie de faire vite, on finit par faire éclater cette nouvelle famille. Donc c'est vraiment le temps. L'acceptation, elle se fait avec le temps. Et ce temps, en fait, il sert à quoi? Il sert à connaître cet enfant. Enfin, là, on va parler de la position beau-parent. En tant que beau-parent, déjà, on va connaître cet enfant. Pourquoi? Parce que quand on a conçu son propre enfant, en tant que mère ou en tant que papa, on a eu 9 mois pour penser l'enfant, pour l'idéaliser, pour l'imaginer, comment il va être physiquement, en termes de caractère. On va l'identifier, on va se projeter dans l'avenir. Donc, c'est une préparation psychologique pour les deux parents. Et ensuite, on a la première phase qui est celle où on va connaître cet enfant, avec des désillusions, mais aussi des choses positives. Et puis, voilà. Donc, et ensuite, il y a la phase de l'éducation à proprement dit. Qui arrive. Donc, en fait, c'est tout un process qui fait qu'on va passer du père ou de la mère au couple parental
Et donc, ça nous permet de nous accorder à on ne réalise cette pas, famille. nous qui ne sommes pas psy, on ne réalise pas en fait que les 9 mois sont faits pour connaître l'enfant et que la première année est faite. On pense que grossesse, arrivée du bébé, etc. Mais on ne se dit pas que. Prise de poids, mais mauvaise nuit, je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de tout ça. Mais on ne se dit pas finalement, c'est que inconsciemment, il y a des choses qui se font, qui se préparent, qui se mettent en... La nature est tellement bien faite. Exact. On va marquer une pause et on revient pour continuer la discussion. Allez, de retour sur le plateau et la discussion continuait pendant le break, mais on va vous raconter ce qui s'est passé ici justement. On est justement avec le docteur Fawzi Hatimi, chirurgien dentiste spécialisé en esthétique dentaire avec vous, docteur, tout à l'heure. Les facettes dentaires, est-ce que ça va à tout le monde? Mariam Fidalim Knassi, merci infiniment d'être là. Vous êtes spécialiste en étiquette et protocole et avec vous, aujourd'hui, c'était les repas d'affaires mode d'emploi. Et Rita Alami, notre psychologue clinicienne, pour parler de, on va dire, devenir beaux-parents, ça veut dire quoi exactement? Et pendant le break, au milieu de nulle part, docteur Hatimi nous lâche. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire trop avec nos enfants? Trop de psychologie tue la psychologie. Expliquez-vous, docteur. En toute honnêteté, en toute spontanéité, de la même manière que vous l'avez lâché tout à l'heure. Je voulais prendre l'avis du psychologue parce que moi, je ne m'y connais pas, mais je trouve qu'on en fait un peu trop. Peut-être que je me trompe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation sociale, passer aux petits soins, est-ce que l'enfant va, parfois, est-ce qu'il ne faut pas vivre d'une manière un peu plus simple? Je crois que ces phénomènes psychologiques ne datent pas de 30-40 ans, c'est récent qu'on voit c'est les 10 dernières années peut-être. Cette ampleur psychologique de tout ce qu'on fait dans notre vie. Et puis j'avais une autre question, si je peux me permettre, c'est que est-ce qu'on adapte le même langage à tout âge de nos enfants quand on veut devenir beau-père? C'est-à-dire un enfant de 2 ans, de 3 ans, qui n'a pas beaucoup de conception, on va lui parler comme quelqu'un qui a 30 ans ou qui a 18 ans, qui est en adolescence. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas adapter le langage en fonction des enfants? Mais ce que Rita disait tout à l'heure, pardon, c'est que justement, il ne faut pas leur demander leur avis. Ce qui se fait depuis plusieurs années, justement, c'est trop prendre l'avis des enfants et les mettre dans une position qui n'est pas la leur, qu'ils soient enfants ou ados ou... Ne pas prendre leur avis, mais est-ce que trouver le bon moment de leur expliquer, de leur annoncer... Ça vous fatigue, docteur? Non, mais c'est pas mon cas, je ne me sens pas concerné. Moi, si vous permettez, je peux parler, puisque je suis dans la pratique totale. Donc, dans le sujet? Dans le sujet. Moi, j'ai donc mon ex-mari, donc il s'est remarié, mais il a un peu imposé la belle-maman, qui est une femme extraordinaire, à mes enfants, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une préparation. Et j'ai joué un grand rôle dans ça, parce que j'ai essayé d'expliquer... Mais vous savez, vous avez lâché un lapsus, vous avez dit, il a imposé la maman. Ça veut dire que pour vous, cette femme, elle a quand même de l'affection maternelle. Bien sûr, et pour moi, elle a un rôle important, et c'est ça, parce que c'est normal, un couple, c'est pas obligatoire qu'ils s'entendent, il peut se séparer, et ça reste une famille, 2 familles se recomposent. Donc j'ai joué aussi à ce côté-là un grand rôle, parce qu'il fallait expliquer le pourquoi, et donc c'était toute une préparation. C'est vrai que c'était de la psychologie, mais pour moi c'était important qu'ils aient cet équilibre, qu'ils comprennent qu'il y a une autre famille qui se forme, mais qu'ils restent là, qu'ils restent leur papa, et qu'ils vont... Voilà, donc il y a aussi ce côté-là. Que dit la spécialiste? Je vais répondre à la deuxième question pour revenir à la première. Alors par rapport à l'âge, au facteur de l'âge, effectivement, déjà, un enfant qui n'a pas acquis le langage, donc en l'occurrence l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, évidemment que ça va être difficile de lui expliquer comme si on s'adressait à un enfant de 9-10 ans. Donc à un petit, ça va être vraiment des mots succincts et ça va être plus dans la découverte de ce qui se passe tous les jours. Maintenant, avec un enfant plus âgé, de 9, 10, 12, 13 ans, c'est vraiment important d'expliquer. Bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, comme on a dit tout à l'heure. Mais pourquoi expliquer, ou plutôt pourquoi en parler? Ce qui rejoindrait la première question, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Moi, je vous dirais, de par mon vécu en tant que psychologue dans le cabinet, je pense qu'on n'en fait pas assez. Parce que ce qui se passe, c'est que justement, il y a beaucoup de parents qui réfléchissent comme ça, à se dire on verra ce qui va se passer, laissons les choses faire, etc. Et voilà, et qu'ils ne le font pas. Je vais pas dire il va faire avec. Oui, ils se disent, je ne vais pas dire qu'ils le font mal, mais ils ne le font pas suffisamment bien.
Et il se passe quoi après? Il se passe qu'on a des répercussions. C'est-à-dire, on a des enfants qui arrivent à l'adolescence, qui vont décrocher de l'école. On va appeler les parents tous les jours pour dire que l'enfant il est complètement déconcentré et distrait en classe. D'autres adolescents vont aller vers des produits addictifs, cigarettes, alcool, etc. Ils vont fuir la réalité. Quand il y a un vide, l'enfant ou l'humain le comble par autre chose. Donc moi, je préfère au contraire en faire trop pour 1 mois ou 2 et être dans la prévention que d'attendre d'avoir les répercussions. Alors, quand vous dites en faire trop, c'est quoi? C'est-à-dire ressentir un peu d'anxiété, de peur, de se dire, bon, finalement, est-ce que j'en parle? J'en parle pas, comment je fais? Nous, concrètement, au cabinet, presque tous les jours, j'ai des parents qui viennent individuellement pour me dire, voilà, je deviens beau-père, belle-mère dans 3 mois, dans 4 mois. Mais c'est bien aussi que le beau-parent se prépare. Eh bien, il y en a de plus en plus. C'est bien. De plus en plus, et autant d'hommes que de femmes. Et ils viennent et ils posent la question. Voilà, je vais être beau-père, je me marie en été, en général, c'est souvent ça. Concrètement, comment je fais? J'ai peur de ne pas être aimée. J'ai peur, je ne sais pas si je dois m'imposer ou pas. Est-ce que je dois poser des règles ou pas? Alors justement, réponse. Réponse. D'accord, ok. Alors, la réponse, déjà, elle vient de l'âge de l'enfant. Ça, c'est déjà très important. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui est tout petit, qui a 2-3 ans, il a vraiment besoin d'avoir cette image imago-paternelle et non pas le père. Le père, il est à sa place et la mère, elle est à sa place. Mais il y a quand même une fonction qui doit être tenue et maintenue. Okay. Et là, ça dépend de qui? Ça dépend du conjoint. Est-ce que ce monsieur ou cette femme que je vais épouser, est-ce qu'elle accepte de me donner ma place? Est-ce qu'elle me fait suffisamment confiance pour me laisser donner du temps quand je peux à ces enfants-là, les aimer, si j'arrive à les aimer petit à petit dans le temps, faire des remarques, ne pas me sentir tout le temps dans la culpabilité. Parce que ce n'est pas que l'enfant. Souvent, quand il y a des problèmes, c'est que l'homme ou la femme, le conjoint, ne laisse pas la place à l'autre. Et le parent, attention, le parent voilà, biologique. Attention, si tu dis ça, on va plus t'aimer, etc. Mais voilà, c'est toujours plus difficile pour la belle-mère. D'accord, on va prendre l'exemple justement de la belle-mère, la femme qui arrive, et donc elle a besoin de quoi? De se mettre d'accord avant avec cet homme qu'elle épouse, le papa de ses enfants, qui se mettent d'accord avant sur ces points-là? C'est important? Oui, c'est important. Pourquoi? Alors déjà, la belle-mère... Alors dans ce cas-là, pourquoi il l'épouse? S'il n'est pas d'accord pour lui donner, on va dire, pas une carte blanche, mais un accès simplifié à sa famille. C'est pas qu'il n'est pas d'accord, c'est que c'est souvent compliqué à mettre en œuvre. Okay. Et c'est aussi très culpabilisant. J'ai privé ces enfants de leur mère et je leur ramène une femme qui n'est pas leur mère et qui va être là H24. C'est quand même compliqué. J'ai peur d'être un mauvais papa. J'ai peur qu'il se passe des choses quand je suis au travail et que des choses qui me passent en dessous de la table. C'est beaucoup d'anxiété. La phrase que j'entends très souvent, j'ai peur que mes enfants soient traumatisés. C'est ça. Donc, il y a quand même beaucoup d'anxiété qui est légitime d'ailleurs. Mais c'est légitime, mais en même temps, on se dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui pousse ces gens à se remarier si finalement, au fond, il n'y a pas cette confiance en l'autre? Parce que ça veut dire qu'il y a en quelque sorte un manque de confiance. Souvent, la confiance, elle ne manque pas en l'autre. C'est un manque de confiance dans la situation. Parce qu'au début, ils étaient 2. Ils se sont rencontrés, il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a des attentes. Ils vont construire quelque chose. Mais il y a des enfants derrière. Et c'est plus difficile quand il y en a des 2 côtés. C'est ça. Et donc, en fait, il va falloir reconstituer une famille, finalement, avec plusieurs points d'attache, et plusieurs origines et plusieurs histoires. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi, en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a des modes d'emploi, si on veut, individuels, en fonction de l'histoire de chacun et de l'histoire de chaque beau-parent et surtout de chaque enfant. Parce que ces enfants-là, on est en train de parler des enfants, ces enfants-là, on ne doit pas oublier que quand les parents ont divorcé, ils ont certainement connu des souffrances, des difficultés, ils ont leur histoire, ils ont aussi leurs attentes. Qu'est-ce que j'attends de ce beau-père ou de cette belle-mère? Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait tous les jours, petit à petit, en connaissant l'enfant, le beau-père aussi ou la belle-mère, elle va apprendre à connaître ses enfants, connaître les failles, les fragilités. Et voilà. Il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps et il ne faut pas hésiter à consulter quand on sent qu'on a des questions. Vaut mieux poser des questions qu'attendre que ce soit trop tard. Alors justement, nous avons 2 questions pour vous. Vous avez une première personne qui vous dit « Je trouve mon mari très laxiste avec ses enfants de 4 et 8 ans. Comment puis-je imposer mes règles lorsqu'ils sont chez nous ?» D'accord. Alors là, c'est un couple parental, c'est pas une famille... Je trouve mon mari très laxiste avec ses enfants.
Donc, Ça doit être peut-être ses enfants à lui. À lui, absolument. Ils ont 4 et 8 ans. Et elle dit, comment puis-je imposer mes règles lorsqu'ils sont chez nous? Ils sont probablement avec leur maman et arrivent... C'est ça. Voilà. Alors déjà, effectivement, là, c'est un âge difficile parce que 4 et 8 ans, c'est vraiment l'âge où on pose des règles. OK. Alors, poser des règles, ça suppose qu'il faudrait qu'elle arrive à se mettre d'accord avec son mari. C'est ça. Dans des moments où elle sent qu'il est calme, pas dans des situations conflictuelles, qu'ils se mettent d'accord et qu'ils écrivent noir sur blanc les règles de cette nouvelle famille. C'est-à-dire, qu'elle puisse écrire, voilà ce que j'attends, voilà ce qu'est pour moi l'éducation en fonction de son histoire à elle, et que lui aussi fasse la même chose, et qu'ils arrivent à trouver des points sur lesquels ils vont se mettre d'accord. Parce que Ça, même les parents, on va dire, pas Tous les divorcés, parents. devraient le faire. tous les parents... Exactement, c'est une bonne... ça vous va, docteur, ou pas? Parfait. 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 Parce que- Non, mais beaucoup de parents ne le font pas, C'est et ça, je tout trouve à fait. ça vraiment dommage. Non, mais vous avez raison, Parce je crois que que- personne ne le fait. C'est dommage parce Oui. que finalement, chacun arrive avec son bagage de croyances et de pensées, pensant bien faire, et il y a beaucoup de clash dans l'éducation. Mais là c'est encore plus compliqué. Donc, il faut vraiment pouvoir écrire, se mettre d'accord. Parce que si elle le fait toute seule, ça ne passera pas. Elle va passer pour la belle-mère qui méchante, impose. celle qu'on trouve dans les dessins animés, la belle-mère sorcière, C'est etc. ça. Donc, vraiment, c'est la mauvaise belle-mère. Alors, on a une autre question, cette fois-ci de Béchir, qui vous dit « J'ai beaucoup d'affection pour la fille de ma femme, mais j'ai peur de lui exprimer, de peur d'être rejetée. Oui, ça c'est un ressenti qui est tout à fait normal. Je pense qu'ils doivent être au début, ils doivent être en train de se connaître, on va dire. Ok. Donc c'est tout à fait normal et il va apprendre petit à petit à mesurer, à donner la juste dose d'amour et à voilà, ne pas trop attendre parce qu'il sera peut-être rejeté au début et c'est normal. C'est pas grave. Non, c'est normal. C'est normal, Ce ok. rejet est normal parce que l'enfant, comme j'ai dit tout à l'heure, il a toujours peur, il est dans la culpabilité. Je n'ai pas le droit d'aimer. Et tu vois, Yasmine, là, ça me parle parce que j'ai vraiment beaucoup de jeunes filles, énormément de 16, 17, 18 ans en thérapie, qui me disent « Mais moi, j'adore mon beau-père et pourtant, je ne lui parle pas, je ne lui adresse pas la parole, je peux même l'agresser parce que finalement, je me sens coupable, j'ai l'impression de faire du mal à mon père. » Mais alors, dans ce cas-là, dans ce genre de situation, c'est le rôle de qui de aussi donner cette autorisation, cette clé d'ouverture? C'est aux parents qui ne s'est pas remarié, c'est à l'autre parent. Par exemple, le cas de ces filles, c'est le père biologique qui doit donner l'aval pour faire baisser la pression, rassurer. C'est difficile quand même. C'est difficile. Ça, c'est le papa qui parle. C'est difficile quand même. Non, mais pour libérer ces enfants, en fait, pour les libérer émotionnellement. Parce que finalement, eux n'ont rien choisi, n'ont rien décidé. Quand les parents ont décidé de divorcer, c'était, j'imagine, contre leur propre gré à eux, ces enfants. Quand quelqu'un d'autre arrive, c'est que finalement, ils ne le voulaient pas. Et finalement, si cette relation positive arrive à se créer entre cet enfant et ce beau-parent, et que le seul blocage, c'est que j'ai peur de trahir papa, alors que papa, lorsqu'il voulait partir, il est parti, je veux dire, c'est quand même d'un égoïsme incroyable de la part de ceux qui sont partis. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, déjà, cette pensée, elle met du temps à émerger. Souvent, c'est quelque chose qui est refoulé à niveau inconscient. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils arrivent en thérapie, ils vous disent « je ne sais pas ce qui m'arrive. Ok, je suis mal, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis très mal, je pleure, je m'enferme dans les toilettes, je pleure des heures, je fais des cauchemars, je ne sais pas pourquoi. » Donc, c'est vraiment un travail thérapeutique, un travail d'analyse de fond qui va nous permettre justement de libérer ces enfants-là, mais pas en attendant que ce soit le papa qui donne... Si la maman ou la maman le papa qui le fasse. intervient, c'est-à-dire essaye de lui dire non, il faut le considérer comme aussi un... Par exemple, voilà, le rôle de Myriam avec ses Ou le enfants, rôle du papa c'est ta belle-mère. Est-ce que ça joue? Est-ce que ça permet Bien aussi... sûr. Bien sûr, ça aide parce que ça autorise l'enfant à C'est aller ça, de l'enfant. autoriser l'enfant à aller vers l'autre. C'est ça, c'est pour ça que je disais le Mais papa des fois, dans c'est le pas cadre. suffisant. C'est pas malheureusement. suffisant. Des fois, c'est suffisant, des fois, ça ne l'est pas du tout. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Moi, Rita. oui, bien sûr. Moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'on a la même attitude quand ce n'est pas un divorce, c'est une mort? Le décès, oui. Le décès. Alors, quand il y a un décès, c'est toujours plus compliqué parce que c'est très lourd à porter psychologiquement parlant. L'enfant continue des années et des années, après même 20 ans après, à être dans la souffrance et dans un deuil. Donc, accepter un beau-parent, c'est encore plus compliqué. Il y a beaucoup de culpabilité et là, ça passe très souvent par une thérapie. Une thérapie. Quand la personne se rend compte qu'elle en a besoin. Oui. Parce que oui. parfois, malheureusement, il y a des non-dits, mais il y a aussi on va dire,
une incapacité ou un refus de voir la réalité en face. Exact. D'accepter la souffrance et la raison de la souffrance, etc. Parce qu'il y a aussi peut-être ce sentiment, en fait, vis-à-vis du parent qui est resté, qui s'est remarié. Je ne peux pas lui faire ça, je ne peux pas lui faire de mal, je ne peux pas le culpabiliser. Il a tellement fait pour nous, elle a tellement fait pour nous. Exact, exact. Et des fois aussi, on doit avoir des parents suffisamment ouverts aussi d'esprit pour accepter d'aller voir quelqu'un pour se faire aider. Bon, c'est un sujet à part entière. On en reparlera, Dr Hatimi. Et merci en tout cas de l'avoir soulevé ici sur le plateau. On parle cette fois-ci, sans transition, de facettes. Merci beaucoup, docteur Ahmed Fawzi Hatimi. Vous êtes chirurgien dentiste, spécialiste en esthétique dentaire. Avec vous, cette histoire de facettes. Alors, on rappelle ce que sont les facettes et ensuite on vous pose cette question, est-ce que ça va à tout le monde? Parce que c'est la grande tendance et parfois on voit des ratés. D'où l'intérêt, en fait, d'où l'idée de cette thématique en se disant, mais finalement, est-ce que ça va vraiment à tout le monde ou il vaut mieux que certaines personnes restent avec leur dentition, même si elle n'est pas impeccable, mais il vaut mieux ça que le résultat. Alors les facettes, c'est quoi? Les facettes, c'est une technique qui permet d'embellir un peu les dents, mais c'est une technique assez spéciale. C'est une technique qui se fait par des fines couches pelliculaires de céramique. Enfin, ça peut être du composite, mais c'est surtout en céramique, qu'on pose sur la dent, qu'on colle sur la dent, et qui nous permet de changer un peu et la forme et la teinte des dents. Alors c'est une lentille, c'est une forme de lentille? C'est comme un faux angle. On donne souvent l'exemple des faux angles qu'on pose sur les dents. La résine. Ou d'une lentille pour les yeux. C'est une fine couche pelliculaire qui fait aux alentours de 0,6, 0,7, 0,8 mm, normalement, qu'on pose sur la surface visible de la dent. C'est pour ça qu'on appelle facette, c'est-à-dire sur la face de la dent. Et souvent, c'est sur les dents antérieures, les 6 ou 8 dents de devant. Donc, en fait, on ne met pas des facettes partout. Est-ce qu'on peut en mettre juste sur une dent? Ou ça va toujours de pair ou C'est très, très, très difficile de réussir un cas où on posera qu'une seule facette au milieu. D'accord. C'est-à-dire qu'on a beau être très, très, très fort au niveau technique, on n'aura jamais les mêmes aspects qu'une dent naturelle qui est à côté, que ce soit la forme, la teinte, les aspects un peu chromatiques de la dent naturelle. Donc, ça va souvent de pair. Alors, les gros ratés des facettes. Pour vous, est-ce qu'il y a des ratés? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de raté de facettes, il y a un raté de traitement. Alors là, on a une image justement de... Voilà, vous voyez en haut, ce n'est pas des facettes, c'est une patiente qui s'est présentée avec des anciennes couronnes. C'est un raté. Les couronnes sont... Les couronnes. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les ratés de facettes, les ratés de traitement. Un traitement peut être raté. Ce n'est pas spécifique aux facettes. Oui, mais par exemple, quand vous voyez des facettes qui sont, on va dire, beaucoup... Je ne sais pas, mesdames, si vous avez déjà vu ça, mais des dents très grandes, des facettes très grandes, plus grandes, on ne voit que ça. Ça, c'est un raté de traitement ou c'est un raté de facettes? C'est-à-dire que l'élément le plus important, c'est l'indication. OK. Poser la bonne indication. Est-ce que cette personne-là, est-ce que cette patiente qui vient nous voir, est-ce qu'elle a besoin de facettes? Parce que les facettes, on ne les fait pas à tout bord, comme ça, à chaque fois qu'on voit quelqu'un. Il y a une indication, c'est un traitement. Maintenant, on a tendance à vouloir, ce qu'ils appellent Hollywood Smile, à vouloir avoir des dents blanches. C'est la première demande, c'est les dents blanches. Mais il va falloir juger un peu de l'état des dents avant d'indiquer ce genre de facettes. Il ne faut pas oublier que dans la majorité des cas, quand on fait des facettes, on touche à l'intégrité de la dent. On enlève une surface de la dent. OK. Alors, vous dites le Hollywood Smile, justement. Est-ce que ces teintes de dents, ce sont des teintes naturelles ou qui sont exagérées? En toute honnêteté, docteur. Le choix de la teinte, c'est un grand sujet. Et puis, on a un teintier où on choisit les teintes. Il y a des teintes qui ne sont pas naturelles, mais qui existent dans un teintier. C'est ce qu'on appelle les teintes bleach, c'est-à-dire tout ce qui est teinte blanche. Trop blanche. Voilà. Sur les teintes bleach, il y a des degrés. On passe du bleach 1 au bleach 4, c'est-à-dire que c'est de trop blanc. Mais après, ça fait pas joli, ça fait mal. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais je vous pose la question. Mais moi, j'ai l'impression parfois d'être choquée par ce genre d'image. Quand la personne sourit, on ne voit que ses dents. Et ça se voit que c'est extrêmement artificiel. Voilà. Alors maintenant, la tendance mondiale serait l'esthétique se résume au naturel. Ça, c'est la tendance mondiale. Avant, les années 70, c'est pour ça qu'on appelle ça le Hollywood Smile, la tendance était vers le trop blanc, c'était artificiel, mais c'était voulu. Maintenant, quand on dit qu'un traitement est réussi, c'est un traitement qui passe inaperçu. Donc, forcément, on peut faire des facettes avec des teintes
très très jeune. OK. Jaune. Oui, Ok. le but Non, c'est mais de c'est pas le passer but non naturel. plus. C'est Non, mais ça, mais- non, mais le but n'a jamais Exact. été, pour les facettes, le but n'a jamais été le blanc. OK. Le but n'a jamais été le blanc. Parce que les facettes doivent régler deux problèmes, peuvent régler deux problèmes. Un problème de teinte OK. et un problème de forme. Il y a des gens qui ont un problème de forme des dents et qui veulent aligner leurs dents Sans passer par le traitement? sans passer par des traitements. On a là des dents où il y a une fracture sur une dent. Ces gens-là ne veulent pas avoir des dents blanches. On voit qu'il y a en bas une photo des facettes, mais c'est une Mais teinte. alors cette personne, on va dire, à part on va dire la dent qui est cassée, la dent qui est cassée aurait pu être réparée par un composite? Bah, le composite a beaucoup d'inconvénients. Première des choses, il change de teinte après un certain temps. Deuxième des choses, il y a un joint, une limite entre le composite et la dent naturelle. Ça fait un trait au milieu de la dent. On n'a pas cet aspect uniforme d'une facette. Il y a beaucoup d'inconvénients. D'accord. Et on n'a pas le même mimétisme par rapport à une dent naturelle. Le composite ne donne pas l'effet d'une dent naturelle. OK. On parle des indications des facettes. À quel moment vous pensez qu'une personne devrait poser des facettes? Bah, les facettes règlent deux problèmes en général. Premier problème, c'est le problème de teinte. Les gens qui ont des problèmes de teinte, de couleur des dents. Et là, on peut citer quelques exemples. Les gens qui ont des fluoroses, c'est-à-dire les gens qui ont Des traits noirs. des traits noirs sur la surface des dents, qui sont à l'intérieur de la dent. Ce pas des colorations qui peuvent être enlevées par un blanchiment. C'est ça. Les tétracyclines, les gens qui ont pris des médicaments à un certain âge, ça, c'est les problèmes de teinte. Et on ne peut pas résoudre leurs problèmes avec un blanchiment tout simple. Donc, on est obligé de passer par un recouvrement de la surface des dents, Oui. un recouvrement, ce qu'on appelle un recouvrement partiel. Parce Alors qu'une ça, facette, c'est un recouvrement partiel. On ne recouvre que la face visible. C'est ça, l'intérieur, non. Contrairement à Pas la l'implant. couronne, contrairement à la couronne, qui est un recouvrement total de la dent. OK. C'est-à-dire que toute la dent est recouverte. Alors Quand ça, on fait une couronne, Pardon, docteur. Ça, c'est, je veux dire, ça se justifie. Ces indications-là sont justifiées. Maintenant, la tendance générale, c'est celle du beau sourire et c'est, on va dire, des facettes pour tout le monde. La solution de facilité. c'est la demande maintenant. C'est la demande. Est-ce qu'en tant que spécialiste, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des abus? De la même manière qu'on parle de la chirurgie esthétique et de ses dérives, est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui aussi des dérives de la dentisterie esthétique? Sûrement, il y a beaucoup de demandes, il y a une demande très très importante qui s'accroît d'année en année vers des dents très 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 blanches. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première des choses, c'est de voir si un blanchiment suffirait. C'est ça. Et là, on rend service à nos patients. Si vraiment un blanchiment suffit, quitte à renouveler le blanchiment si on veut aller vers des teintes trop blanches, je crois qu'on doit se limiter à ça. Encore faut-il que la forme des dents soit parfaite. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir des dents blanches, mais des formes parfaites. Parce que vous pouvez avoir des dents blanches sur vos dents naturelles, mais elles n'ont pas de belles formes. Elles sont un peu chevauchées, elles ont des formes pas très esthétiques, où il y a un décalage au niveau d'une dent par rapport à une autre. Donc la demande est souvent mixte. Je veux des dents blanches, mais parfaitement alignées. OK. Et d'où l'intérêt des facettes. facettes. Mais pourquoi parfois les facettes sont plus grandes que c'est tout simple. que la bouche, que le Voilà, visage? c'est tout simple. Le principe des facettes a été fait, le départ du principe, c'était de faire quelque chose de très fin. Donc la réussite serait d'avoir des masses de céramique très très fines. À partir du moment où le technicien de laboratoire n'arrive pas à régler ce problème de finesse de facettes, on passe vers des masses très importantes. Et là, forcément, quand on met une surface sur votre dent, elle paraît en extra. C'est exactement le même Mais ça veut dire système. quoi? Quand vous dites le technicien n'arrive pas, c'est un problème de compétence? Je n'oserais pas utiliser ce terme, mais c'est un problème technique. C'est un problème technique. OK. C'est-à-dire que l'exemple qu'on peut donner, c'est que quand on met un faux angle sur votre angle, comme on n'arrive pas à enlever de la surface sur votre angle, forcément, il paraît un peu C'est ça. plus élevé. C'est Exact. la même chose sur les dents. D'où l'intérêt, pour avoir un cas réussi, de préparer la dent. Il faut la limer. Il faut la limer. C'est ça le. Et c'est ça le côté irréversible des choses. C'est ça. Maintenant, Mais pardon, mais justement, ce qui trompe les patients, c'est que toutes les publicités de facettes, on ne montre pas, d'ailleurs on en a une ici derrière, c'est pour ça que je me retourne,
on ne montre pas la dent limée et la facette qui vient se coller dessus. On montre une dent parfaite sur laquelle va venir se poser une fine pellicule. Et on se dit, bon, finalement, les facettes, mes dents vont rester comme ça, entières, et dessus, on va venir me coller les facettes. Parce que... La pub est mensongère, non, en général. C'est parce que il y a deux techniques pour faire des facettes. Il y a des techniques où on prépare des dents, prépare les dents, on les lime. Parfois, c'est indiqué de les limer quand on a des anciennes composites, c'est-à-dire des anciennes obturations. Quand on a les problèmes de coloration, les tétracyclines, on est obligé de limer un tout petit peu. Mais il y a des techniques où on n'a pas besoin de toucher à la structure de la dent. Et c'est là où la compétence rentre en jeu. Parce que plus on est sur des masses très fines, plus il faut avoir une technique et un doigté qui est très pointu pour pouvoir, sur une surface très fine, mettre de la céramique et donner de la chromatique. Et en fait, on va dire le challenge pour les patients, c'est aussi de tomber sur le bon professionnel. C'est ça. Oui. Merci infiniment d'avoir été avec nous, docteur Ahmed Fawzi Hatimi. Vous êtes chirurgien dentiste spécialisé en esthétique dentaire. Mariam Fidalim Knassi, merci beaucoup. Vous êtes consultante en étiquette et protocole. Avec vous, ce sujet sur les repas d'affaires, mode d'emploi, à regarder à nouveau sur notre site mediantv.com. Et Rita Alami, merci beaucoup. Vous êtes psychologue clinicienne. Avec vous, devenir beaux-parents, ça veut dire quoi au juste? Il n'y a pas de mode d'emploi, mais il y a, on va dire, des faux pas à éviter, certaines recommandations que nos téléspectateurs pourront retrouver également sur notre site. À très vite tout le monde, merci beaucoup, au revoir.